Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h22, une greffe du cœur d'un porc sur un humain qui est réussie. On en parle ce matin avec Emmanuel Hirsch, professeur, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université de Paris-Saclay et auteur de Lu-Livre, une démocratie endeuillée aux éditions RS. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour, merci de votre accueil. Oui, merci d'être avec nous. Dans un instant aussi, après donc cette opération, on reviendra aussi sur vos tribunes, notamment concernant le virus et la démocratie. Vous en avez reparlé du variant et puis des déclarations d'Emmanuel Macron, notamment sur le terme citoyen, responsable, irresponsable. Hein. Ça a fait beaucoup réagir. On y reviendra dans un instant. Déjà sur cette opération, sur cette grève d'organes, donc à partir d'un porc, d'un cœur, sur un humain. Qu'est-ce que ça suscite pour vous, professeur d'éthique médicale ? D'abord, j'incite les auditrices et les auditeurs à lire notre traité de bioéthique qui aborde l'innovation thérapeutique, puisqu'on a affaire à de l'innovation thérapeutique. Et dès le départ, dès qu'on a commencé les greffes d'organes dans les années 70, grâce à la réanimation, on a pu développer ces techniques. Elles étaient transgressives, puisqu'on prélevait sur des cadavres, rappelez-vous. Et il y a dans l'histoire même de l'humanité, bien avant, on a parlé de la greffe. Donc c'est quelque chose de palliatif pour des médecins qui ont développé les greffes d'organes. Ils pensaient qu'on se situait d'une manière transitoire dans des techniques un peu extrêmes qui posaient des problèmes éthiques. Et aujourd'hui, on voit effectivement avec l'humanisation du porc qu'on a affaire à ce qu'on appelle des xénogreffes, c'est-à-dire c'est à partir d'un animal qu'on a d'une certaine manière avec un ensemble de techniques fait évoluer de façon à ce qu'il n'y ait pas de rejet de l'organe par l'homme. C'est à partir donc de l'animal que cette tentative, puisque c'est une tentative, une expérimentation a été menée sur une personne qui n'avait pas d'alternative thérapeutique, c'est-à-dire si cette personne n'avait pas bénéficié de cette prouesse chirurgicale, elle serait de toutes les manières morte. Donc c'est un élément à prendre en considération dans ce qui est la prise de risque, puisque effectivement nous sommes dans l'expérimental. Et risque de risque du cobaye, de la personne, voilà, c'est ça. Oui. Alors, quand on parle de cobaye, vous savez que le code de Nuremberg en 1947, une expérimentation doit avoir une justification, à la fois dans l'intérêt de la personne et dans l'intérêt de la recherche. Donc, on fait pas ça d'une manière hasardeuse. Mais vous avez des personnes, au-delà de toute ressource thérapeutique, et pas uniquement pour les greffes, qui souhaitent bénéficier même à titre compassionnel de n'importe quel type de traitement. Là, c'est des traitements, c'est une intervention chirurgicale qui a été menée à travers aussi tout un ensemble de recherches en amont. Et c'est vrai que ce que l'on craignait, c'est surtout la transmission à travers le fait de greffer un organe animal sur un homme, la transmission interespèce d'un certain nombre de maladies. Donc tout a été fait pour que l'organe, en quelque sorte, soit le plus compatible avec un humain et ne présente aucune forme de risque de transmission de maladie. Et on a évoqué, vous savez, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il y a tout un ensemble de pathologies. Regardez même, quand on parle de la Covid-19, c'est une transmission entre l'animal et l'homme. Donc c'est des règles extrêmement strictes. Et est-ce que ça pose des questions éthiques aujourd'hui d'aller prélever des organes sur des animaux ? Est-ce qu'il faut des conditions très particulières ? D'autant que l'on réfléchit beaucoup à l'évolution et au statut des animaux, statut animal, quoi. Alors vous avez la même chose sur la recherche en général, quand on utilise l'animal dans la recherche. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont totalement opposés à cette souffrance, j'allais dire, de l'animal. Donc vous avez des règles extrêmement strictes aujourd'hui dans toutes les universités, dans toutes les facultés de médecine, pour éviter la souffrance animale et pour justifier aussi le fait qu'on utilise l'animal à des fins de recherche qui vont bénéficier à l'homme. C'est des questions éthiques fondamentales. Mais d'ailleurs, vous avez les animalistes, vous avez tout un ensemble de courants philosophiques aujourd'hui qui considèrent que l'animal doit être reconnu avec des droits spécifiques et il fait partie de notre humanité et c'est des éléments à prendre en considération dans notre réflexion. Là, en ce qui concerne le prélèvement du cœur sur un porc qui a été humanisé, c'est-à-dire qu'on a transformé, puisqu'on parle quasiment d'OGM, c'est-à-dire il a été, vous savez, comme on parle quelquefois des médicaments qui ont une certaine forme de, comment dirais-je, vous avez tout un ensemble d'expérimentations qui sont faites sur des médicaments tirés du vivant. Là, on est dans une évolution, effectivement. Moi, je pense que d'un point de vue éthique,
La vraie question, c'est l'intérêt supérieur aussi des personnes qui aujourd'hui ont besoin de greffe. Et je pense que quand vous regardez aujourd'hui les chiffres, et je l'ai regardé encore récemment pour vous donner l'information, vous avez en France, pour parler de la France, à peu près 600 personnes qui meurent chaque année du fait de ne pas avoir d'organes. La vraie question, c'est qu'on est dans quelque chose, encore une fois, de transitoire. Et je pense que l'évolution technologique, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est les fameux cellules souches pluripotentes, c'est-à-dire comment on est en train de pouvoir créer des organoïdes, c'est-à-dire des greffons à partir des cellules de la personne. L'évolution technologique va dans ce sens. Uniquement, il y a une question de temporalité. Là, il y avait une urgence. On a une nouvelle voie thérapeutique. Vous savez, sans faire d'analogie, on a eu les mêmes critiques sur la greffe de visage, rappelez-vous. Oui, c'est vrai. Rappelez-vous toutes les polémiques que l'on a faites en disant un visage, c'est l'humain de la personne, c'est la face par rapport à un organe interne qu'on ne voit pas. Ce qui est aussi à prendre en considération, c'est le cœur. Vous savez que les yeux et le cœur, c'est assez particulier, ont une symbolique assez forte. Et c'est vrai que le cœur d'un porc, ça pose aussi des questions. Bref, vous avez tellement d'éléments aujourd'hui en matière de bioéthique qui posent des questions. Vous savez qu'on parle de chimère aussi en matière de bioéthique, c'est-à-dire on fait aujourd'hui des expérimentations à partir de cellules qui sont chimérisées, où il y a des cellules humaines qui sont mises en contact avec des cellules animales. On est dans quelque chose de très novateur et les règles de l'éthique ont du mal à suivre. C'est-à-dire, vous avez la performance scientifique et vous avez quand même pour les chercheurs l'envie d'apporter des traitements innovants à des personnes qui n'en disposent pas. Donc on est dans une technique de l'extrême, on est dans l'expérimentation et je pense que ça mérite de l'accompagnement, mais les règles sont très strictes et je veux quand même le rappeler. Le chercheur qui a développé cette technique, il l'a fait dans la plus grande transparence. Il y a eu l'accord du comité d'éthique de son hôpital et il y a eu surtout le consentement de la personne. Mais justement, la personne est partie prenante. Justement, professeur, comment définir l'éthique? Parce que c'est pas un jugement de valeur, c'est pas des bonnes pratiques, c'est quoi? Pour les personnes qui nous écoutent, on se base sur quoi finalement sur l'éthique médicale? Pour ce qui concerne l'éthique médicale, c'est le premier point, le respect de la personne et de la dignité de la personne et de l'intégrité de la personne. Et pour le médecin, on le voit dans le débat actuel autour du vaccin, vous l'avez vu, il n'y a pas de jugement moral. Le médecin est au service de la personne, il doit mettre ses savoirs, ses compétences au service de la personne. Là, pour ce qui concerne la recherche, puisqu'on est dans l'expérimentation, il y a des règles d'encadrement, notamment de ne pas considérer effectivement la personne comme un cobaye. Pour ce faire, depuis la Shoah, avec le Code de Nuremberg en 1947, il y a le principe d'information, de consentement et de justification de la recherche. C'est-à-dire que lorsque ce chirurgien ou cette équipe chirurgicale a eu l'intention de mener cette expérimentation, c'est sur des données probantes qui permettaient au comité d'éthique, qui s'est prononcé sur la recevabilité éthique et sur la dimension scientifique, de considérer que ça serait une recherche expérimentale qui apporterait des données et des connaissances. Vous savez, la médecine, elle est faite de ruptures et d'audace. L'éthique, c'est des règles, c'est des repères qui ne doivent pas être transgressés, mais dans des situations extrêmes, vitales, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle le compassionnel. On peut remettre en cause un certain nombre de règles intangibles, pour autant qu'il y ait un encadrement et que ça se fasse d'une manière loyale et transparente. Oui. Allez, professeur Emmanuel Hirsch, dans un instant, on revient avec vous. On va s'intéresser donc après cette greffe et ces questions d'éthique que ça pose, que vous avez bien définies. Un autre débat avec vous sur le variant le plus menaçant, avez-vous dit, c'est peut-être celui de l'affaiblissement de notre vigilance démocratique. Je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. On va voir ça dans un instant avec vous sur Sud Radio. Et vos appels 0826 300 300, bien sûr, si vous voulez témoigner. À tout de suite. 9h34, la suite des grands débats avec Emmanuel Hirsch, ce matin professeur, président du Conseil pour l'éthique et la recherche et l'intégrité scientifique à l'Université de Paris-Saclay. Oui, alors vous avez pris beaucoup de positions depuis le début de la crise du Covid, professeur Emmanuel Hirsch, autour évidemment de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a demandé aux uns aux autres, les décisions qui ont été prises. Et là, vous avez écrit récemment une tribune où vous dites le variant le plus menaçant est celui de l'affaiblissement de notre vigilance démocratique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Patrick Roger, vous avez observé que, comme professeur d'éthique, je me suis mêlé de sujets politiques Oui. parce que le politique posait des questions éthiques au niveau de ses choix, et ses choix notamment en matière de santé, puisque c'est une pandémie, donc ça touche à notre santé. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir sur la scène publique au fur et à mesure. Ça, c'est le premier point, je voulais le noter. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une usure de la société, une fragilité de la société. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va s'en sortir, mais on a aussi une usure de la vie démocratique au niveau de nos vigilances. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, alors qu'on est en période électorale, que les vrais sujets auxquels on a été confrontés depuis 2 ans et qu'on révélé aussi la vitalité de notre société, mais de même qu'on a révélé la vitalité de la société, aussi les marginalités, les fractures de notre société, on a le sentiment que tout ça n'apparaît pas dans le débat public. Et je pense que effectivement, on a comme le sentiment qu'on s'est habitué à des décisions qui étaient prises par le chef de l'État, donc il y a véritablement concertation, et que d'une certaine manière, on s'enlise dans un quotidien qui nous dépossède de ce qu'est la vie démocratique. Et ce qui m'a incité à avoir cette réaction, c'est les propos insultants à l'égard de notre communauté nationale du président de la République quand il a parlé d'emmerder, c'est-à-dire qu'il s'adressait aux personnes rétives à la vaccination, mais je pense que d'une certaine manière, on l'emmerde un peu. Et c'est pour ça que je me suis permis effectivement de réfléchir à comment aujourd'hui notre vie démocratique devrait d'une certaine manière dépasser les contraintes quelquefois un petit peu excessives qu'on met à la relation à la vie politique. Mais ça pourrait passer par quoi alors? Ça pourrait passer par quoi justement pour qu'il y ait, qu'on retrouve finalement cette vitalité démocratique? C'est ce que vous dites un petit peu. Quand là par exemple sur le pass vaccinal qui est actuellement étudié, bon alors ça a été étudié à l'Assemblée nationale, c'est passé en fait au Sénat. Le Sénat dit pourquoi pas, mais on y met un certain nombre de conditions, en l'occurrence une pression hospitalière, c'est-à-dire que ils ont mis la barre à 10 000. Ils disent s'il y a 10 000 personnes hospitalisées pour le Covid, oui, là on peut maintenir le pass vaccinal, sinon on arrête. Ça fait partie des débats en fait démocratiques, quoi. Vous trouvez qu'on en a manqué là et qu'il y a un risque aujourd'hui justement de discussion des véritables sujets de fond de notre société? Je ne remets pas en cause l'évolution entre pass sanitaire, pass vaccinal dans un contexte contraint. C'est pas un choix, c'est une adaptation. Ce que remet en cause, d'une certaine manière, c'est qu'il n'y ait pas eu l'obligation vaccinale. Il aurait permis vraiment de poser des questions d'une manière plus forte et peut-être d'éviter les ambivalences. Ah oui, alors vous étiez pour l'obligation vaccinale, en tout cas pour que l'on fasse cette proposition. J'aurais préféré la netteté, la franchise, comme pour la loi sur la fin de vie. Je préférais plutôt qu'on nous parle de sédation profonde et continue jusqu'au décès, qu'on nous parle d'euthanasie. Il faut être clair et mettre les gens devant leurs responsabilités. S'il y avait eu obligation, l'État, l'exécutif, aurait assumé effectivement dans un contexte difficile. Je comprends aussi que le chef de l'État était rétif pour beaucoup de raisons à parler d'obligation, ne serait-ce que la mise en œuvre d'une obligation. Mais je pense que ça aurait été plus clair et ça aurait été de nature à éviter qu'ont des citoyennes les personnes qui n'adhèrent pas, j'allais dire, à la politique vaccinale actuelle. Ça, c'est le premier point. Alors, c'est bien qu'effectivement, il y ait du débat au Parlement sur des questions très spécifiques, mais je pense que les différentes personnalités qui aspirent à la présidence de la République pourraient nous permettre d'avoir d'autres préoccupations que le pass vaccinal dans le vivre avec la pandémie et dans le vivre après la pandémie. Il s'est passé quand même des choses depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui s'est passé? Il y a eu des mobilisations, il y a eu des initiatives. Regardez, on parle aujourd'hui de l'éducation nationale. Les enseignants, et pas que, les parents d'élèves, tout un ensemble de réseaux se sont mobilisés pour nous permettre d'apprendre autrement, de découvrir aussi que l'école avait une signification dans la République tout à fait importante, qu'elle était également un soutien aux enfants les plus vulnérables. Il y a toute une intelligence du réel qui s'est d'une manière réelle déployée depuis 2 ans, et j'ai l'impression qu'elle est absente aujourd'hui de ce qui devrait nous permettre de refaire société. Moi, j'aurais été responsable politique, j'aurais fait un tour, j'allais dire, de France, de toutes les initiatives, j'aurais mutualisé les initiatives pour voir sur cette expérience collective qu'on mène depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on peut en tirer. C'est quand même rare qu'on ait une expérience politique de cette nature, de cette intensité, qui mobilise absolument la société à tous ses niveaux, qui parle à la fois du public, de l'intime, qui nous permettent de penser, et j'allais dire de poser toutes les problématiques de ce qu'est une démocratie, et on n'en fait rien.
Voilà, donc j'ai l'impression, et c'est pour ça que je m'érige un petit peu en critique de ce qui se passe aujourd'hui, qu'on ne fait rien de ce qui s'est passé, et de rien faire de ce qui s'est passé, c'est nous ouvrir au risque, j'allais dire, d'une incompréhension de ce qu'est la réalité, comment on doit penser les années qui viennent. Oui. Vous savez, au tout début, il y a à peu près 2 ans, le président de la République disait je tiendrai compte de tout ce qui se passe, il y aura un après. Qu'est-ce qu'on fait de cet après de la crise? Alors je dis pas que tout doit être On est ramené à encore la dedans. crise. En même temps, on est encore dedans, quoi. Donc on a du Mais mal à attendez, se mettre dans il y a l'après. aussi, je pense qu'on est à la fois dedans, Oui. mais on est aussi en capacité de vivre avec. Oui. Et je pense qu'il faut comprendre qu'on vit avec des risques et qu'on vit aussi avec une expérience qui a un sens démocratique. J'ai du mal à comprendre qu'on ne valorise pas d'une manière importante ce qui s'est passé. C'est notre cohésion. Quand on parle des invisibles, d'une certaine manière, qui ont été sur le front, quand on parle de toutes ces personnes qui non seulement se sont mobilisées, mais continuent à se mobiliser, je dis qu'il y a une richesse de la démocratie, il y a une parole de la démocratie, il y a une intelligence de la démocratie dont on ne fait rien aujourd'hui. Et donc, ma critique, si vous voulez, c'est qu'on fait comme si de rien n'était. On continue, si vous voulez, à amener des politiques de santé publique sans comprendre que ce dont il s'agit, c'est de la société, de la démocratie, de nos valeurs. Et on a renoncé à un certain nombre de principes de la démocratie. On nous a parlé d'atteinte aux libertés fondamentales. Parlons aujourd'hui de qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est la dignité, quels que sont les droits des personnes dans une démocratie. Oui. Et tout ça, on a l'impression que parce qu'il y a Omicron aujourd'hui, mais ça c'est un prétexte, il pourrait y avoir aujourd'hui Omicron et puis demain un autre prétexte, on a l'impression qu'on se détourne des vraies questions. C'est les questions du sens, les questions des valeurs, qu'est-ce que sont nos responsabilités vis-à-vis des personnes vulnérables. Il y a tout un ensemble, je pourrais vous faire l'inventaire si vous m'invitez, Non, de ben oui, manière un bien peu sûr. plus cohérente, Oui. de tous les items, de tous les têtes de chapitre dont je ne vois aucune visibilité dans le discours politique aujourd'hui, y compris au niveau élevé de l'État. Donc je dirais qu'aujourd'hui il y a un désenchantement parce qu'il y a comme un décrochage de la démocratie. C'est-à-dire les gens ont vécu et vivent quelque chose, mais l'impression que ça ne se transpose pas, ça ne se transcrit pas dans ce que c'est le présent de nos réflexions politiques. Oui. On a 4 mois pour faire un retour d'expérience. On a 4 mois pour dégager un certain nombre d'horizons, de lignes d'action pour les années qui viennent. Que fait-on en quelque sorte, pour résumer mon propos, de cette expérience difficile qu'on a partagée, j'allais dire, entre citoyens et dont on tire chacun d'entre nous des enseignements? Que fait-on de ce savoir? Que fait-on de cet apprentissage? Oui. Eh bien, écoutez, vous reviendrez pour nous en parler pendant ces 3-4 mois, justement, professeur Hirsch, parce qu'il y a... Avec plaisir, et je viendrai vraiment avec des éléments, vous verrez, plus argumentés. Non, merci, non, bien sûr. déjà très bien. Très argumenté, là. C'était en tout cas très démonstratif, et ça pose... à chaque fois, on aime bien, en fait, vous entendre pour se poser un certain nombre de questions, évidemment sur un plan éthique, et ça fait réfléchir, et ça nous fait réfléchir aussi par rapport aux décisions qui sont prises, ou parfois qui ne sont pas prises. Merci, Emmanuel Hirsch.